meilleur allié LGBT+ au travail. Donc, pour un peu de contexte, aujourd'hui, malheureusement, les discriminations envers les personnes LGBT+ persistent dans le monde du travail. Et en ce mois des fiertés, on voulait explorer comment chacun et chacune d'entre nous peut contribuer au bien-être et à l'épanouissement des personnes LGBT+ au travail, que ce soit à la machine à café, dans une réunion, dans une négociation ou à un after-work. Être allié, c'est se positionner visiblement et agir concrètement pour le respect des personnes LGBT+. Mais la question, c'est comment le faire, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place au quotidien. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a réuni 3 expertes sur le sujet, Émilie, Emmanuel et Marie, qui ont plein de conseils, d'outils et d'explications à nous partager pour impulser notre parcours d'alliés. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais vous proposer de vous présenter. Émilie, je te donne la parole. Je commence. Bonjour à tous. Donc, Émilie Morand, je suis sociologue. J'ai commencé par travailler en France et puis aujourd'hui, je suis au Canada, je suis à Montréal. J'ai fait ma thèse de doctorat donc, en sociologie sur la manière dont les gays, lesbiennes et bisexuels géraient leur orientation sexuelle dans les milieux de travail. Puis j'ai continué à travailler sur le sujet ici au Canada. Donc, voilà, c'est ça. Donc là, aujourd'hui, je suis rattachée à la chaire de la diversité sexuelle et de la pluralité des genres de l'Université de Montréal. Super. À qui le tour? À toi. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Emmanuelle Campo. Je suis fondatrice de LGBT Talent, une initiative qui sensibilise aux enjeux d'inclusion et de diversité des personnes LGBT dans le monde du travail, tout secteur confondu, et dès l'entrée dans la vie active. Et à côté, je suis aussi responsable diversité et inclusion dans un grand groupe. Voilà. Merci. Et donc moi, vous ne pouvez que m'entendre, mais ce n'est pas grave. Je suis Marie Larsonneau. Je travaille au sein de l'Association française des managers de la diversité. Je suis en charge des partenariats dans l'association. C'est une association qui a plus de 15 ans maintenant et qui réunit à peu près 180 employeurs, des organisations, des entreprises privées, des grands groupes, des petits groupes, également des institutions, des ministères, des collectivités et puis des établissements d'enseignement supérieur. Et le point commun de toutes ces organisations, c'est d'œuvrer pour l'égalité, prévenir les discriminations au travail. Et donc, ça inclut effectivement l'inclusion des personnes LGBTI+, dans le monde professionnel. Et voilà. Super. Merci beaucoup pour ces présentations. C'est des parcours très engagés. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de prendre un petit peu la température avec notre audience et à travers un petit sondage. Si j'arrive à passer la slide. Donc, en gros, il suffit juste de scanner le code que vous voyez, le code QR que vous voyez sur l'écran et de choisir la réponse qui vous convient. Donc, la question, c'est considérez-vous votre environnement de travail comme un espace sûr et inclusif pour les personnes LGBT+. Donc, vous avez oui, tout à fait, pas toujours, pas encore, non, pas trop, ou je ne sais pas. On va attendre quelques instants pour que tout le monde ait le temps de répondre. Ça fluctue pas mal. C'est toujours intéressant de voir la diversité des réponses. Ok, donc on voit qu'il y a quand même pas mal d'hésitation, même si le oui tout à fait le remporte pour l'instant. Et bon, ça permettra d'aiguiller un peu nos conversations. Je vous propose de passer à la deuxième question, qu'il s'agit de penser à qu'est-ce que vous aimeriez bien explorer aujourd'hui pour améliorer votre parcours d'allié. Donc, la question, c'est pour être une alliée en entreprise, vous souhaitez en savoir plus sur et vous pouvez remplir en scannant à nouveau le QR code.
D'accord. On attend quelques instants que tout le monde ait le droit et le temps de répondre. On voit que tout le monde essaye de bien faire, de chercher les bonnes actions. Et la question du vocabulaire et du langage qui revient souvent aussi. Ok, bah, ça nous donne déjà pas mal d'idées et ça guidera sûrement notre conversation. Donc, pour bien entamer la conversation, je pense que c'est important de revenir sur de bonnes bases. Donc, l'idée, c'est, en ce moment, il y a beaucoup de termes comme non-binaire, pansexuel, transsexuel, transgenre, qui reflètent la diversité de la communauté LGBT+. Donc, ma question pour toi, Émilie, c'est quels sont les différents types de diversité dans la communauté LGBT+. Par exemple, quelle pourrait être la différence entre orientation sexuelle, identité de genre et sexe? Pour revenir sur de bonnes bases. Ouais, alors effectivement, c'est des termes qui sont très très distincts et qu'il faut absolument pas confondre. L'orientation sexuelle, elle va désigner l'attirance ou l'absence d'attirance physique, sexuelle, romantique que ressent une personne envers d'autres personnes, dépendamment ou indépendamment de leur genre. L'hétérosexualité, l'homosexualité, la pansexualité, la sexualité sont entre autres des orientations sexuelles. Ça, c'est l'orientation sexuelle. Concernant l'identité de genre, elle désigne le genre auquel une personne va s'identifier sans égard à ce qui a été coché sur son acte de naissance. Donc, le sexe assigné à la naissance. Cette notion, elle renvoie à ça. Et donc, le genre, c'est différent. C'est un sentiment profond et intime. Et donc, seule la personne concernée est à même d'identifier quel genre lui correspond. Donc, on parle d'auto-identification et éventuellement s'engager s'il y a lieu dans un parcours de transition qui lui convient. En général, quand on parle de genre, on parle d'un continuum d'auto-identification qui est entendu comme ayant deux pôles, féminin, masculin, mais évidemment, toutes les nuances entre ces deux pôles ou même à l'extérieur de ces deux pôles sont possibles, personnelles et légitimes. Et donc, sur l'expression de genre, qu'il ne faut pas non plus confondre, là, ça désigne les caractéristiques genrées qu'exprime une personne à travers ses vêtements, son style, sa coiffure, sa pilosité, sa démarche, son maquillage, sa façon de s'exprimer, etc. Et ça peut être, l'expression de genre, ça peut être une combinaison de caractéristiques considérées comme féminines, androgynes, masculines, indépendamment des normes en vigueur dans une société. Et surtout, il ne faut pas donc confondre identité de genre, expression de genre. Contrairement à ce qu'on a pu penser ou à ce qu'on nous a inculqué, les recherches démontrent qu'il n'y a pas nécessairement de corrélation entre sexe, identité de genre, expression de genre et orientation sexuelle. Autrement dit, le sexe ne définit pas le genre. Ce n'est pas parce que mon sexe assigné à la naissance est féminin que mon identité de genre est féminine. Mon identité de genre ne va pas définir mon expression de genre. Ce n'est pas parce que je me définis comme féminine que je vais toujours avoir une expression de genre féminine. Et mon expression de genre ne définit pas mon orientation sexuelle. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une expression de genre féminine que nécessairement je suis hétérosexuelle. Super, bah, c'est toujours bien de revenir à ces termes et de bien les comprendre pour le reste de notre conversation et pour savoir comment soutenir au mieux les personnes LGBT+. Et on entend souvent tout ça paraît très privé en fait, et on entend souvent que l'identité de genre et l'orientation sexuelle sont pas vraiment des sujets d'entreprise, qui sont plutôt réservés à la sphère du privé. Est-ce que tu pourrais nous dire un peu d'où vient cette idée qui est sûrement reçue et pourquoi il est nécessaire de faire le contraire et d'aborder ce thème en entreprise? C'est vrai qu'il faut bien comprendre que la frontière perçue entre privé et professionnel, elle est vraiment vécue différemment si on est hétérosexuel ou si on est lesbienne, gay et bisexuel, ou si on se conforme au genre qui correspond à son sexe assigné à la naissance ou pas. Donc là, on est vraiment sur un aspect social et structurel.
le privilège de la norme, c'est toujours de pas être visible, donc de ne pas être pensé, c'est vraiment un impensé. Et donc, ce qui est marqué, ce qui est nommé, ce qui va être visible, ce qui va apparaître comme visible, c'est toujours les écarts à la norme. Donc ça, c'est vraiment l'une des premières difficultés à laquelle vont être confrontées les personnes LGBTQ plus en entreprise. Pas que en entreprise, mais notamment en entreprise, parce que c'est particulièrement marqué, hein, la sphère professionnelle qui n'est pas censée mobiliser des aspects de vie personnelle ou privée. Alors que, évidemment, en tant que faisant partie de la communauté, on sait très bien que nous, on voit les marqueurs d'hétérosexualité chez nos collègues. Donc, on voit les personnes hétérosexuelles exposer leur vie privée au bureau en mettant des photos de leur mari, de leur femme, de leur épouse sur le bureau, en écran, sur les écrans d'ordinateur ou de téléphone. On voit bien les phrases lancées à la volée. Je vais demander à mon mari d'aller chercher notre enfant à l'école ce soir, ou je suis partie en week-end avec ma copine. Et quand il s'agit de personnes LGBTQ, on peut se sentir menacé d'agir de la sorte. Et puis parfois aussi, on est placardisé avec des propos du type « mais moi, j'ai aucun problème avec le fait que tu sois lesbienne ou gay, mais juste pourquoi tu me le dis, c'est ta vie privée. » Cette placardisation, je pense qu'elle est extrêmement nocive et violente, et elle traduit vraiment le dispositif de classement, de hiérarchisation des sexualités et des modes de vie. Et elle participe vraiment à marginaliser les personnes LGBTQ+, dans leur vie de manière générale, en fait. Et à la fin, ça génère des situations de gêne, d'inconfort qui ne sont pas forcément les bienvenues dans l'environnement de travail. Et en fait, moi, je me dis, par exemple, si on ne fait pas partie de la communauté LGBT+, c'est vrai que ça peut être difficile de reconnaître les discriminations par le simple fait que on ne les reconnaît pas et par le simple fait aussi qu'on ne les a pas forcément vécues nous-mêmes. Donc, je me demandais si vous aviez quelques exemples de discrimination que vous pourriez partager pour se faire une idée de la diversité aussi des exemples des agressions, enfin des discriminations qui peuvent arriver dans le monde du travail. Marie et Emmanuel, je ne sais pas si vous voulez commencer sur ce thème. Je sais qu'il y a beaucoup de différents sujets à aborder. Oui, on pourra en parler pendant des heures. Ce qui ressort en fait du rapport annuel des SOS Homophobie, donc, qui est donc une association nationale qui a une ligne d'écoute où les personnes victimes de LGBT-phobie ou les personnes témoins peuvent aussi faire des feedbacks. En fait, SOS Homophobie recueille ensuite ces données-là pour faire ce rapport. Et ce qui en ressort, en fait, c'est que sur les manifestations de la LGBT-phobie au travail, en premier, parce qu'au travail, on essaye quand même de se contenir en tant qu'individu, c'est les sujets de rejet. Alors, c'est plus ou moins frontal, mais ça peut être, par exemple, une fois qu'on sait qu'une personne est LGBT, en fait, faire en sorte qu'elle mange toute seule à la cantine, que personne ne lui parle, qu'on ne l'invite pas au pot entre collègues après le travail, des moments en fait d'inclusion. Donc, de facto, elle est exclue. Après, là, vous avez mis en avant le mot outing. Ça aussi, c'est un sujet qui a de plus en plus de place dans le milieu professionnel. Parce que, donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais outing, en gros, c'est révéler l'orientation sexuelle de quelqu'un sans son consentement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aujourd'hui puni par la loi en France. Donc, c'est vraiment pas quelque chose à faire, ne serait-ce que pour les implications que ça pour les personnes concernées LGBT à qui ça arriverait. Ça peut les mettre en danger, et ça peut même les pousser parfois à aller très loin jusqu'au suicide à cause de mal-être. Mais donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de outing parce qu'il y a certaines personnes en fait, qui ne comprennent pas en quoi c'est important ou non de parler d'orientation sexuelle au travail et qui n'en mesurent pas forcément les enjeux, surtout quand c'est des personnes hétérosexuelles en général. Donc là aussi, c'est important de faire de la sensibilisation parce que c'est pas parce que quelqu'un est LGBT qu'elle souhaite être out. C'est pas une obligation, c'est très intime comme sujet en tout cas. C'est parce qu'il y a des personnes qui peuvent aussi être en questionnement, donc c'est pour ça que j'ai ma langue à fourcher. Et c'est aussi ce que je dis aux personnes quand j'interviens en organisation, c'est à chaque personne de décider si
si elles souhaitent ou non être out au travail, si c'est un sujet pour elles ou pas. Il y a des personnes pour qui l'orientation sexuelle n'est pas un sujet, c'est comme si elles appréciaient la couleur bleue ou autre. Donc, voilà, on n'est pas égaux par rapport à ce sujet-là, en tout cas. Mais c'est quelque chose, en tout cas, qui mérite qu'on sensibilise dessus parce que, comme tu l'as dit, Émilie, le monde du travail, il est de facto pensé de façon hétérosexuelle parce que c'est comme ça que le monde est pensé. Et c'est vrai que parfois, du coup, il y a des personnes LGBT qui ne sont pas certaines en tout cas, qu'elles ont la possibilité de parler de leur vie privée si elles le souhaitent. Du coup, ça va créer en fait des stratégies de contournement, d'évitement, d'invention d'une double vie. Et c'est très dur en matière de charge mentale de se bâtir une fausse vie, en fait. Et c'est quelque chose que les personnes hétérosexuelles n'ont pas à faire, en fait. Je te laisse la parole, Marie, parce que je vais beaucoup parler. Non, non, mais je suis effectivement d'accord avec ce que dit Emmanuel. La question de l'outing, c'est effectivement propre à chacun et à chacune. C'est comme décider de parler de ses enfants, si on en a au travail, ou de raconter le week-end qu'on vient de passer avec ses amis. Il faut vraiment le sortir de la question de l'orientation sexuelle en tant que telle, mais simplement, chacun va faire ce choix ou non de raconter finalement des choses qui vont être de la sphère privée et l'amener au travail. Ça fait partie de tous ces moments de convivialité. Ça fait partie aussi du rôle du bureau ou des relations que l'on a entre collègues, qui est d'être dans un lieu de sociabilisation, tout simplement. Moi, ce qui m'alerte effectivement avec ce rapport d'SOS homophobie, et c'est une constance que l'on a depuis un certain nombre d'années, c'est la hausse des insultes LGBTI-phobes qui finalement ne devrait absolument pas avoir sa place dans le cadre du travail, quelles que soient les insultes par ailleurs. Mais disons que tout comme le sexisme, tout ce qui va être en lien avec les questions LGBTI-phobes ont un caractère dégradant. Et donc, quand il y a des conflits interpersonnels, notamment entre collègues, des insultes à caractère homophobe, à caractère LGBTI-phobe vont être utilisés. Et c'est en hausse, en fait. Moi, j'avais des chiffres de 2021 sous les yeux, c'était 48%. Là, on voit avec le graphique que ça dépasse légèrement les 50%. Les questions de harcèlement aussi, hein, vous le savez, le harcèlement, il peut être moral, il peut être sexiste ou sexuel. On en voit de plus en plus des signalements qui émergent, notamment grâce à la cellule d'écoute d'SOS homophobie, mais aussi des cellules d'écoute qui sont mises en interne dans les organisations et qui permettent de faire remonter justement des signalements de harcèlement. Et puis, bien sûr, les discriminations, même si elles ne sont pas conscientes, volontaires, même si on n'a pas la volonté effectivement de nuire à quelqu'un en raison de son orientation sexuelle, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui peuvent mettre de côté et qui peuvent exclure les personnes LGBTI+. C'est le cas notamment sur les questions de parentalité. Pendant longtemps, on a considéré les parents comme des couples hétérosexuels. Et donc, de plus en plus, on voit émerger dans les organisations des conventions collectives, des accords qui vont être sur les coparents, indépendamment que ce soit une mère ou un père qui va être parent. Donc ça fait partie des choses qui progressent et c'est tant mieux. Mais aussi, si on s'intéresse à l'égalité des chances, à les égalités de traitement, que vous fassiez aujourd'hui un sondage, comme ça peut être le cas auprès d'étudiants, de jeunes diplômés LGBTI+, ou bien à destination de salariés ou d'agents, d'agentes, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a toujours une perception très négative autour des personnes LGBTI+, c'est-à-dire que ces personnes auraient moins de chances à être recrutées, moins de chances à être promues dans l'organisation, à avoir des augmentations de salaire, à avoir des carrières, tout simplement parce que le sujet reste encore extrêmement tabou, très sensible, ça touche aux mœurs, aux croyances individuelles et collectives sur lesquelles se repose notre société. Donc, ce n'est pas une mince affaire et malheureusement, le constat, SOS Homophobie le déclare tous les ans, il ne va pas forcément en s'améliorant. Tu as abordé un petit peu la question des droits avec la coparentalité. Est-ce qu'il y a d'autres instances dans lesquelles les personnes LGBT+ ont un accès, des obstacles pour accéder à leurs droits au sein de l'entreprise?
C'est vrai que sur les questions de coparentalité, c'est spécifique parce que c'est pris en compte en général par les CSE, les comités sociaux des organisations, mais en réalité, les règles s'appliquent pour tout le monde, quel que soit le critère de discrimination. L'accès égalitaire à l'embauche, l'accès égalitaire à la formation, à l'accès aux services publics, à une égalité de salaire, de traitement pour la gestion de la carrière, la promotion, toutes ces choses-là, finalement, s'appliquent absolument à tout le monde, indépendamment des sujets qui vont relever de l'intime, comme l'orientation sexuelle, par exemple. Donc, le cadre de travail et le cadre légal en France est très strict là-dessus. Il proscrit clairement dans la loi, avec 26 critères de discrimination, le fait de discriminer en raison de quelque sujet qu'il soit, y compris l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Mais malheureusement, la liste, même à l'écran, est très longue de discrimination. Et je pense que peut-être reconnaître ces discriminations, c'est déjà un premier pas dans ce qui peut être le parcours d'allié et s'informer sur les discriminations que ces personnes peuvent faire face au quotidien. Si je peux juste compléter aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, mais qui n'apparaît pas là, parce qu'effectivement, ça n'est pas pour autant reconnu comme une LGBTI-phobie ou une discrimination en tant que telle. C'est ce qu'on va appeler, comme on va avoir du sexisme ordinaire ou du racisme ordinaire, on pourrait parler de LGBTI-phobies ordinaires, c'est-à-dire toutes ces blagues, ces plaisanteries, des choses qu'on va dire parfois sans s'en rendre compte, mais qui vont avoir en fait un impact négatif sur à la fois la vision que l'on peut avoir sur les personnes LGBTI+, mais typiquement, lorsque vous dites à quelqu'un que c'est une tafiole, que c'est un PD, qui s'habille comme une princesse, souvent d'ailleurs c'est des caractères très gayphobes, mais en réalité, pareil, lorsque vous avez un jugement sur une personne lesbienne en pensant que parce qu'elle est lesbienne, elle va se comporter de telle manière, agir de telle manière. Voilà, il y a énormément de choses vraiment anodines qui viennent impacter et vraiment entraver l'environnement de travail pour qu'il soit le plus inclusif de tout le monde finalement, et pas uniquement des personnes LGBTI+. Moi, je voulais ajouter une chose sur ce que Marie a dit, parce que c'était dans le graphique avant, et ça joue quand même sur les manifestations d'LGBT-phobie, c'est qu'il y a le sujet de l'invisibilisation, soit choisi, soit contraint. Et dans ce cadre-là aussi, par exemple, ça donne lieu, par exemple, au fait que certains salariés vont faire en sorte, pour rester, en tout cas, dans une zone, en tout cas, sécurisée pour eux, ils vont faire en sorte, par exemple, de ne pas demander un congé pour l'accueil de leur enfant. C'est surtout valable pour les femmes lesbiennes ou bisexuelles, par exemple, surtout lorsque c'est leur compagne qui a porté l'enfant, pour éviter de se outer auprès de la direction RH, parce que même si les RH sont censés respecter la confidentialité, parfois ça fuite. Et c'est déjà arrivé dans certaines entreprises où des personnes se sont fait outer, donc, parce qu'elles ont dû expliquer pourquoi elles demandaient un congé alors qu'elles n'étaient pas enceintes. Et parfois, ça crée un peu des quiproquos, parce qu'il y a des gens qui s'imaginaient pas que cette personne pouvait être autre que hétérosexuelle. Donc, c'est ce qui fait que beaucoup de couples, en fait, évitent de demander ces congés auxquels ils ont droit. Et c'est pareil aussi pour le fait de ne pas indiquer non plus le nom de votre conjoint ou de conjointe sur la mutuelle. Donc, ça a quand même un impact financier et un impact, du coup, sur la santé aussi, de toujours trouver des systèmes pour, en tout cas, si on ne souhaite pas être out, faire en sorte que ça ne se sache pas. Ça va être aussi des décisions d'éviter de sortir avec son conjoint, sa conjointe ou sa famille dans l'univers proche de l'entreprise, là où le siège de l'entreprise peut être, ou dans des endroits où on pourrait croiser ses collègues, ou même dans des manifestations publiques, ou toujours être sur le qui-vive. Donc ça a vraiment un impact. Et après, je voulais faire le lien sur sexisme et LGBT-phobie. En fait, c'est les mêmes sources en fait, de discrimination. Et c'est pour ça que souvent, dans les entreprises, c'est important de travailler sur l'égalité homme-femme pour pouvoir bien travailler sur l'inclusion des personnes LGBTI. Parce que, en fait, c'est toujours basé sur des préjugés. Et il faut déconstruire, en fait, souvent la masculinité toxique. Mais c'est quand même à peu près le même travail qui est fait, sauf pour des sujets qui sont un peu moins connus en entreprise aujourd'hui, mais qui commencent à se développer. Il y a évidemment la question des personnes transgenres, mais aussi l'intégration des personnes intersexes.
Donc, je ne sais pas si on a prévu d'en parler beaucoup, mais c'est aussi des sujets où parfois, il y a des personnes qui font des grosses maladresses. Et j'utilise le mot maladresse volontairement parce qu'on a parlé des blagues qui peuvent être malaisantes, mais il y a parfois des échanges qui peuvent partir d'une bonne intention, qui peuvent se révéler en fait contre-productifs. Par exemple, souvent, j'entends des gens qui disent à des personnes trans: « Ah, j'aurais jamais imaginé que tu étais un homme avant, tu es super bien faite. » Bah, ça, clairement, ça se dit pas. C'est super blessant pour les personnes trans. Et parfois, les personnes qui donnent ce faux compliment ne comprennent pas pourquoi c'est blessant. Donc, c'est là aussi où le travail de sensibilisation est important. Émilie, je ne sais pas que tu veux rajouter quelque chose aussi. Oui, simplement, je voulais rebondir sur ce qui a été dit par Emmanuel, notamment sur la charge mentale, parce que moi, c'est vraiment quelque chose que je cherche à documenter. Là, on a beaucoup parlé des discriminations qui sont peut-être les plus marquées, et évidemment, c'est super important, les discriminations qu'on va avoir à l'embauche, les mises à l'écart, les insultes, les agressions, le harcèlement. Mais en fait, au quotidien, il y a d'autres expériences qui sont beaucoup plus partagées, qui ne sont pas moins importantes aussi, et qui vont se décliner par exemple, le fait d'être toujours confronté à la présomption d'hétérosexualité. Rien que ça, en fait, ça engage aussi beaucoup la légitimité à parler de soi, à parler de sa vie, à parler de ses amours, à parler quand on est invectivé en disant: « Ah, mais toi, est-ce que tu as un copain est-ce que tu as un mari ?» Rien que ça, en fait, ça peut déjà être une violence, parce que ça ne laisse pas la possibilité d'exprimer que non, on n'a pas un mari, on a une copine, ou on a une épouse. Et ça, je pense que voilà, ça élargit un peu la notion de qu'est-ce qu'on peut entendre par discrimination, mais je pense que ça en fait partie. Le fait aussi d'être conscient que lorsque les personnes LGBTQ arrivent dans un milieu de travail, elles vont toujours être dans une phase un peu d'évaluation de leurs collègues avant de décider si elles vont parler ou pas de leur identité de genre ou leur orientation sexuelle. En fait, cette ultra-vigilance, cette charge mentale au quotidien, pour moi, clairement, c'est des discriminations aussi. C'est une violence en quelque sorte. Pardon ? C'est une violence en quelque sorte envers soi-même. C'est une violence envers soi-même, et puis surtout, ça a un poids énorme dans le quotidien, enfin, dans l'expérience quotidienne qu'on va faire dans ce monde professionnel. Et l'autre chose sur laquelle je voulais rebondir, je veux pas... On a dit beaucoup de choses, donc je ne veux pas allonger non plus sur cette question, mais la question des blagues, elle est vraiment, vraiment essentielle. Notamment, ça, je viens justement de travailler là-dessus, de faire une recherche là-dessus. Ça revient vraiment constamment dans les propos des personnes qui elles-mêmes en parlent de manière un peu périphérique, mais en fait, si on prend vraiment en compte ce qu'elles en disent, c'est central en fait. C'est vraiment un canal aujourd'hui central de diffusion d'une culture homophobe, sexiste, et qui est d'autant plus importante qu'il y a toujours cette voie de sortie. Oui, mais c'était juste une blague, c'était pour rire, t'as pas d'humour. Voilà, donc il y a vraiment, ça pointe le fait qu'il y a un écart énorme entre l'intention qui est faite, qui la plupart du temps n'est pas mauvaise, mais là encore, il faut se renseigner un peu sur qu'est-ce qui peut constituer une violence pour les communautés, et puis ce que ça va engager chez la personne pour y répondre ou pour gérer même ses émotions, pour faire un vrai travail émotionnel de est-ce que je réagis ou pas à ces blagues qui sont d'une violence assez... Enfin, qui sont vraiment une violence, qui peut réactiver des traumatismes des fois dans le cadre d'un parcours soit de transition, soit un parcours simplement d'acceptation de son orientation sexuelle. Et puis qu'engage aussi la légitimité. Est-ce que je suis vraiment légitime à réagir ou pas? Parce que justement, c'est sur un registre humoristique. L'humour, on sait que ça joue beaucoup sur la cohésion du groupe, la cohésion de l'équipe. Donc, est-ce que vraiment je prends le risque de me mettre à l'écart en réagissant à ces blagues? Voilà. Bon, toutes ces questions, mais je trouve que c'est vraiment la question des blagues aujourd'hui. S'il y a bien quelque chose où on peut se positionner en tant qu'allié, je pense que c'est vraiment un des terrains. Mais on pourra y revenir plus tard, mais voilà, je voulais juste rebondir là-dessus. Voilà. Merci pour cet état des lieux un peu. Il y a vraiment plein de thèmes et on pourrait vraiment y passer plusieurs heures, je pense, à discuter. Et je pense qu'une autre question qui était importante aussi, c'est qui est généralement à l'origine de ces agissements. On parle souvent du rôle des managers, mais comme on voit ici, c'est souvent les collègues qui sont à l'origine de ces agissements. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager sur ce graphique, sur cette donnée. Alors oui, je vois que les chiffres ils datent de 2014. Oui. Après, malheureusement, ils sont encore en phase avec la réalité.
parce que dans le baromètre L'autre cercle IFOP de 2022, c'est quand même ce qui ressort, c'est que 60% des agresseurs, c'est des collègues, donc même niveau hiérarchique. 42%, c'est les supérieurs hiérarchiques. Donc, il y a de quoi se questionner quand on connaît le cadre juridique qui protège normalement les minorités dans le milieu du travail en France. On peut se demander qu'est-ce qu'il faut faire de plus, à part faire appliquer la loi, évidemment. Après, ça dépend, je pense, de toute façon, c'est une moyenne, donc ça dépend vraiment des secteurs, des équipes aussi, du management. C'est vraiment, en fait, quelque chose à prendre en compte parce qu'on peut avoir une entreprise qui a, par exemple, signé la charte de l'autre cercle à échelle nationale et où à Paris, ça se passe bien pour les personnes LGBT ou quand il y a des problèmes ou des sujets, la parole est libre. Et puis, à Toulouse, c'est pas du tout possible, par exemple. Donc, c'est pour ça qu'on invite en fait souvent à sensibiliser dès le plus haut niveau hiérarchique pour que les personnes comprennent vraiment les enjeux de bien-être au travail, évidemment, d'attractivité employeur aussi, et aussi de faire en sorte que leurs salariés en fait veuillent rester dans l'entreprise. Et aussi la partie comment on fait pour que les personnes au niveau terrain, quand je dis terrain, c'est pas forcément des personnes qui sont dans les bureaux. Il y a des entreprises où, par exemple, on travaille en usine. Comment on peut aller jusque-là pour sensibiliser les personnes? Et c'est pas simple parce que pour certaines personnes, c'est des non-sujets. Pas dans l'aspect positif pour le coup, cette fois-ci, c'est plutôt des choses qui n'ont pas la place dans leur travail parce que c'est pas leur quotidien. Et pourtant, ça peut avoir un impact au quotidien parce que si vous avez un collègue ouvrier qui est homophobe, ça peut avoir une incidence au niveau de votre sécurité en cas d'accident de travail, par exemple, si la personne ne souhaite pas vous toucher parce qu'elle ne touche pas les PD. Donc, c'est pour ça que c'est très important de travailler sur tous les niveaux. Et quand je vois ces chiffres, moi, j'œuvre en tout cas pour que toutes les entreprises, à un moment donné, et que ça soit demandé par la loi au même titre que les référents égalité dans les entreprises, qu'on ait des référents en fait diverses inclusions qui travaillent sur ces sujets-là dès que l'entreprise a plus de 50 salariés, quoi. Je pense que ça montre que chacun a un rôle à jouer, quelle que soit sa position dans l'entreprise. Et en fait, l'idée, c'est au moment où on reconnaît ces discriminations et on commence à les comprendre, le thème de ce webinaire, c'est plutôt genre qu'est-ce qu'on fait et comment on fait pour faire reculer ces discriminations. Donc, c'est plus l'idée de quelles sont les bonnes pratiques, les bons déclics à avoir. On en a déjà abordé quelques-uns précédemment. Mais voilà, un peu faire un petit brainstorming d'outils qu'on peut utiliser, qu'on peut actionner au quotidien pour soutenir son entourage et être accueillant et inclusif. Comment veux-tu qu'on s'y prenne? Parce qu'on a probablement plein de choses à dire là-dessus. Si vous voulez, je peux vous donner quelques idées que l'audience a partagées avant. Donc, par exemple, il y a plusieurs personnes qui ont demandé comment on fait pour réagir à un commentaire LGBT-phobe ou comment je fais pour utiliser le langage inclusif. Enfin, c'est vraiment des grands thèmes, mais je pense qu'ils ont... Ah oui, c'est large. Oui. Tu veux répondre, Marie? C'était ça ma question. Dans quel ordre veux-tu qu'on réponde? Parce qu'on a effectivement beaucoup de choses à dire, mais je peux commencer si ça vous va. Je pense que le point de départ et qui va être commun à l'ensemble de nos réponses, ça va être de prendre conscience soi-même de nos propres biais, de la manière dont on va agir, réfléchir, prendre des décisions. Donc, tous les fameux biais, les stéréotypes qui sont enfouis dans notre cerveau et qui vont, sans qu'on le veuille ou parfois en le voulant, nous amener à avoir des propos ou un comportement LGBTI-phobe. Mais un bon allié, j'imagine que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà conscient qu'il y a beaucoup à faire et que probablement vous pouvez agir de votre côté. Et donc, c'est aider à déconstruire les stéréotypes et les préjugés et comment le faire. Alors, bien sûr, il y a
dans cette idée de ne pas rester un témoin passif, c'est-à-dire lorsque vous, justement, j'ai vu dans le chat quelqu'un qui disait des blagues de mauvais goût, oui, il y en a, eh bien, c'est de pouvoir réagir à ces propos, c'est de pouvoir recadrer peut-être avec tact, ou alors de détourner finalement le sujet en amenant à parler d'autre chose. Ça, ce serait la première chose, travailler sur cette posture de témoin. Et puis, deuxième point, ce serait de mettre en avant votre propre engagement personnel. Si vous êtes, on va dire, un allié de la cause ou supporter de la cause LGBTI+, eh bien, c'est de l'afficher. Et pour ça, c'est vrai que beaucoup d'organisations, associations d'ailleurs, comme entreprises, mettent à disposition un certain nombre de choses comme des badges, des stickers, des sacs, des choses, même dans votre signature de mail, si vous voulez utiliser les pronoms pour dire finalement que vous êtes un supporter, un allié. N'hésitez pas aussi à témoigner, à prendre la parole sur le sujet. Autant raconter votre histoire, ce que vous avez pu vivre en tant que collègue, en tant que témoin, en tant que père, mère, frère, sœur, ami, peu importe. Ou alors témoigner aussi pour dire ô combien votre entreprise s'engage ou ô combien votre entreprise ne s'engage pas encore pour l'inclusion des personnes LGBTI+. Il y a aussi une formidable opportunité qu'offre l'autre cercle de devenir un rôle modèle allié. Un rôle modèle, c'est donc quelqu'un qui, par son action au quotidien, son parcours de vie, son succès professionnel, va être un petit peu un modèle à suivre. Et il y a effectivement de la place pour les alliés dans la lutte contre les LGBTI-phobies. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir effectivement montrer que vous êtes en soutien des personnes et peut-être que là, vous verrez qu'effectivement, il y a plus de monde autour de vous qui sont concernés par le sujet et qui peut-être en souffrent, puisque l'une des conséquences, on ne l'a pas encore abordé ou très peu, mais il y a énormément de risques psychosociaux, énormément de stress, de la charge mentale que ça représente, mais aussi lorsque vous subissez, vous êtes victime d'insultes, de harcèlement, bien sûr que vous n'allez pas bien après. Et donc, de savoir qu'il y a des alliés dans l'organisation, c'est vraiment clé. Voilà 3 points. Emmanuel, Émilie, je vous laisse bien sûr compléter sur les déclics ou les bonnes pratiques. Et simplement, je me permets de rebondir parce que je suis sûre qu'Emmanuel aura aussi plein de choses à dire. Donc, je vais juste me mettre dans la petite brèche pour juste rebondir sur 2 choses. Oui, surtout, c'est vrai que je pense que évidemment, il y a plein de choses à faire, il y a plein de pratiques qu'on peut utiliser. La question du vocabulaire, on a vu qu'elle est revenue beaucoup au tout début quand vous avez fait le petit sondage. Je pense qu'effectivement, avoir en tête que c'est aux personnes de se renseigner sur le vocabulaire. Ce n'est pas forcément toujours légitime de demander aux personnes de la communauté d'expliquer aussi qu'est-ce que c'est pansexuel, qu'est-ce que c'est... voilà, quelles sont les orientations sexuelles, quels sont les antigenres. Franchement, on peut se renseigner soi-même. Et ça, je pense que c'est important. C'est important d'avoir en tête que les définitions que j'ai données au début, le fait de bien distinguer expression de genre, identité de genre, orientation sexuelle, en fait, ce n'est pas un caprice. C'est que toute la communauté LGBTQ, elle a été pathologisée. Et il y a vraiment un enjeu de reprendre du pouvoir aussi et de reprendre une agentivité à partir des mots. Donc, utiliser les bons mots, c'est vraiment essentiel. Afficher ses pronoms, effectivement, ça peut être fait très facilement dans ses signatures de mail, dans justement, comme je l'ai fait là, dans les signatures aussi de visio. C'est vraiment un signe, je pense, qui est fort pour les communautés. On parlait des blagues aussi. Alors, effectivement, des fois, ce n'est pas toujours facile de reprendre les blagues un peu homophobes, sexistes de ses collègues, parce que des fois, ce n'est pas les collègues, c'est les supérieurs. Enfin, il y a des enjeux, des fois, qui ne permettent pas forcément de reprendre les blagues. Mais il y a plein de choses à faire. Ne pas rire, déjà. Ne pas rire, c'est une manière aussi de montrer qu'on est allié. Lever les yeux au ciel pour montrer qu'on n'est pas... On ne valide pas ce type de propos. Ou simplement essayer aussi des fois de retourner les blagues contre la personne qui émet ces blagues homophobes. Ça peut être à chaque fois des manières de se positionner. Et dernière chose que je voulais dire aussi là-dessus, tout à l'heure, on disait que ça ne suffisait pas d'avoir des politiques et d'avoir des dirigeants, dirigeantes qui sont sensibilisés au sujet. Il faut que ça se découle à tous les niveaux de l'entreprise. Une manière aussi, je pense, d'être toujours attentif et vigilant vis-à-vis de ce qui se pratique dans les équipes et dans les interactions interpersonnelles, c'est éventuellement de mettre en place un baromètre. On peut le faire en tant que manager, un baromètre anonyme pour que les personnes puissent justement avoir un espace pour nommer les moments où elles se sentent mal à l'aise par rapport à des LGBT-phobies qui ne seraient pas visibles autrement. Je pense que ça, c'est des pratiques qui peuvent être assez facilement mises en place et qui sont très efficaces.
Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En fait, la plupart des entreprises vont d'abord réfléchir à comment le sujet est perçu par leurs collaborateurs, collaboratrices. Certaines vont, suite à ça, soit prendre la décision de se faire accompagner en externe par des associations ou des organismes qui s'y connaissent un peu mieux, soit travailler en interne avec des personnes directement concernées ou indirectement concernées. Ça peut être des collègues qui ont des enfants, par exemple, LGBT ou des proches, pour travailler le sujet, pour faire avancer justement l'inclusion des personnes LGBT+, parce qu'elles ont compris que c'est de l'intérêt de toutes et tous en termes d'environnement de travail bienveillant. Donc, il y a des entreprises qui ensuite vont, par exemple, faire des réseaux internes LGBT et alliés en général, avec différents niveaux d'intégration dedans, où on n'est pas obligé d'ailleurs d'afficher son orientation sexuelle, il n'y a rien qui l'oblige. Après, c'est plus simple parfois pour les événements qui sont dits en non-mixité, pour les personnes LGBT+, puissent parler entre elles pour pas se sentir en fait contraintes comme dans le reste de leur journée, on va dire, à devoir tester qui est de confiance, qui ne l'est pas et à qui elles peuvent en fait, se confier sur leur vie. Après, comme bonne pratique, il y a évidemment les guides qui ont pu être faits par certaines associations, organismes. L'autre cercle a fait un guide spécifique sur les alliés, comment être un bon, une bonne alliée, qui est très bien fait. Il y a un guide aussi sur l'inclusion des personnes lesbiennes et bisexuelles au monde du travail qui sont très fortement invisibilisées aussi, qui a été fait. Il y a plein d'outils et la FMD aussi a fait un kit sur le sujet et je laisserai Marie en parler. Et SOS Homophobie aussi donne accès à une boîte à outils carrément accessible aux entreprises moyennant paiement, parce que ça reste une association, avec plein de choses dedans. Ils ont fait une mise à jour de tout ce qui est concernant l'arsenal législatif, qui est quand même assez important en France et on le méconnaît beaucoup, je trouve. Et parfois, les personnes concernées par des discriminations ignorent tous les droits qu'elles ont et toutes les démarches qu'elles peuvent faire. Après, sur la rapidité de la gestion des démarches, c'est un autre sujet. On sait que la justice en France est quand même assez lente. Il y a aussi le défenseur des droits en cas de discrimination. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, en bonne pratique, c'est donner accès aux salariés, à leur faire connaître, en fait, tous les outils que l'entreprise a pu mettre en place ou qui sont disponibles si besoin. Et pareil pour les personnes alliées. Après, moi, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que si vous voulez vraiment être allié, vous ne pouvez pas être en position passive. En fait, c'est forcément une position active. Ça va être, par exemple, comme on l'a dit tout à l'heure, si lors d'un déjeuner, il y a quelqu'un qui dit une insulte, ça serait bien que ce ne soit pas la personne directement insultée qui réagisse parce que vous ne savez pas si c'est sa première insulte de la journée ou la 10e. Donc, c'est assez fatigant. Et là, ce qu'on attend des alliés, c'est que quelqu'un d'autre dise en fait, c'est pas correct, excuse-toi. Ça peut être aussi, vous êtes témoin et c'est pas forcément en lien avec les LGBT-phobies, en plus, vous êtes témoin de quelqu'un qui se prend une main sur les fesses. Et on parle beaucoup d'harcèlement entre hommes et femmes, mais ça existe aussi entre personnes de même genre. On n'en parle pas assez. Et donc là aussi, je parle de ce cas-là parce que c'est un sujet que j'ai accompagné récemment dans une entreprise où c'était une femme bisexuelle, ouvertement bisexuelle, qui essayait de faire valoir le fait qu'elle avait été harcelée par une de ses collègues et on ne la croyait pas parce que c'était une femme. Et donc du coup, là, ce qui l'a aidé, c'est que des collègues qui étaient présents lors de la scène ont témoigné. Ils n'étaient pas obligés de le faire, mais c'était la bonne démarche à faire. En tant qu'allié. Et du coup, la procédure a pu suivre son cours, mais sinon, c'était sa parole toute seule contre celle de l'autre personne. Et ça fait partie aussi des actions que vous pouvez faire en tant qu'allié. C'est vraiment montrer que vous pouvez être présent pour les personnes concernées, surtout quand elles ne sont pas en état de pouvoir le faire, soit parce qu'elles sont choquées, soit parce qu'elles sont fatiguées, soit parce qu'elles pensent qu'elles sont toutes seules sur Terre ou dans l'entreprise avec leurs problématiques. Donc, c'est tout ça qu'on peut faire.
Et je vais terminer sur le sujet des ERG ou des réseaux internes d'entreprise. Parfois, ça peut aider des personnes auxquelles vous ne pensez pas. Moi, je sais que, par exemple, dans l'entreprise où je suis actuellement, j'essaye de monter un réseau interne LGBT, justement, et il y a une personne qui, lorsque j'ai pris l'ascenseur, que je ne connaissais pas du tout, qui m'a interpellée et qui m'a dit, en fait, que elle avait quelqu'un de proche dans sa famille qui était gay, qui n'osait pas en parler à ses parents, donc c'est un ado, et que ça faisait beaucoup souffrir cette personne. Donc, elle m'a demandé si j'avais des tips, on va dire, des ressources. Et ça, c'est par exemple, voilà, ça peut servir à d'autres personnes, en fait. Et dans l'entreprise où j'étais auparavant, j'ai aussi une personne dans le cadre d'un réseau LGBT interne qui m'a dit que ça l'avait beaucoup rassurée d'échanger avec des personnes sur ce sujet-là dans un cadre bienveillant parce qu'elle se posait beaucoup de questions sur son fils qui était en transition, sur son avenir, sur ses possibilités d'avenir, en termes d'emploi surtout, parce que tout ce qu'elle disait, c'était très déprimant. Et donc là, ça l'a un peu rassurée en tant que maman, du coup. Donc, toutes les options que vous avez, en fait, elles ne sont pas forcément adressées au public que vous avez en tête directement. Elles peuvent vraiment être utiles à beaucoup plus de monde. Et d'élargir la conversation. C'est déjà vraiment plein d'outils. On en a parlé un petit peu avant. On en a mentionné quelques-unes, mais il y a toujours cette idée aussi de faire des maladresses. Et certaines sont sûrement plus faciles à éviter que d'autres. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur ce thème quels sont les écueils à éviter? Moi, si je peux reprendre ce que disait Émilie tout à l'heure, la clé, c'est effectivement de s'informer, de savoir de quoi on parle. Et aujourd'hui, éviter effectivement d'aller directement poser la question aux personnes concernées, mais il y a de nombreuses ressources qui sont en accès libre. Je pense notamment on l'a mentionné, SOS Homophobie, qui a un rapport annuel, on l'a dit, donc ça c'est plutôt pour connaître la situation des LGBTI-phobies en France, mais il y a aussi un site web très bien fait avec toutes les définitions et les principales définitions, les principaux termes utilisés. Donc, on ne vous demandera pas de bien sûr les maîtriser, mais en tout cas, de savoir de quoi on parle, c'est vraiment la base. Et puis, je pense aussi, et c'est ce que Emmanuel disait, nous, à la FMD, on a un kit pour l'inclusion des personnes LGBTI+, qui est en accès libre sur notre site internet. Je pourrais mettre les liens juste après. Dedans, il y a énormément de ressources comme... je dirais aujourd'hui, il y a énormément de films, de podcasts, de campagnes de sensibilisation, des témoignages, des retours d'expérience qui permettent de mieux comprendre aussi la réalité vécue par les personnes LGBTI+, mais aussi sur le rôle des alliés. Emmanuel en a très bien parlé sur la posture active des alliés, et puis aussi de l'entourage proche des personnes qui sont elles-mêmes LGBTI+, de ce que ça veut dire au quotidien. Donc voilà, s'informer, c'est vraiment, je pense, la base. Et puis, je vois l'heure qui tourne, donc si ça ne te dérange pas, je prends aussi la question suivante qui parlait des fausses bonnes idées. Parmi les fausses bonnes idées, il y a se dire qu'en fait, on est soit hétéro, soit on ne l'est pas, et donc il faut à tout prix soit cacher son orientation sexuelle quand on est gay ou lesbienne ou autre, ou à l'inverse, le dire impérativement, sinon c'est mentir à son employeur ou c'est mentir à ses collègues. Il en est là vraiment d'un choix très individuel. Il faut que les conditions dans l'organisation soient réunies pour que chacune se sente libre ou non de révéler son orientation sexuelle. Et puis, il faut aussi éviter, à mon avis, de discriminer sous couvert de bienveillance, c'est-à-dire de penser qu'on va agir parce que c'est mieux pour cette personne ou que c'est pour le bien de cette personne, et donc d'assumer à sa place, de prendre la décision à sa place. Par exemple, je ne vais pas recruter cette personne, et quelqu'un parlait des cas de LGBTI-phobie dans le recrutement. Vous décidez de ne pas recruter cette personne parce que vous supposez, ou parce qu'elle vous l'a dit, qu'elle elle est gay, elle est lesbienne, elle est bi, et que dans l'équipe où vous voulez la placer, eh bien, justement, on a tendance à faire quand même pas mal de blagues homophobes, et donc ce serait pas lui rendre service, ce serait au contraire très mauvais pour elle que d'être là. Mais en réalité, c'est pas auprès de cette personne, c'est pas cette personne-là qu'il faut pénaliser, mais bien au contraire, plutôt travailler au niveau du collectif de travail. Donc si je vous donne un autre exemple qui
qui n'est pas en lien avec les LGBTI-phobies, mais qui concernerait plutôt la maternité. Quand vous avez parfois des personnes qui, après un congé maternité, reviennent dans l'entreprise et à qui on ne confie pas ou peu de missions parce qu'on considère que peut-être cette personne est fatiguée, peut-être qu'elle veut reprendre progressivement, mais en fait, si vous ne lui posez pas la question à cette personne, eh bien, elle ne pourra pas vous dire si au contraire, elle déborde de l'énergie, elle n'a qu'une envie, c'est de reprendre à 100%. Donc, encore une fois, même lorsque c'est couvert d'une bonne volonté, même quand on veut bien faire, eh bien, on peut au contraire avoir une très mauvaise idée et vraiment exclure la personne. Et justement, est-ce que, l'idée, souvent cette peur de faire une erreur ou une maladresse, ça peut être un peu paralysant et mener à l'inaction. Quel conseil vous donnerez pour surmonter cette peur? Est-ce que les maladresses, des fois, sont inévitables ou peuvent être arrangées après? Je pense qu'on fait tous et toutes des boulettes, hein. On apprend tout, on est avant tout des êtres humains. Pour autant, comme on dit, tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de dire ou de faire quelque chose. Et c'est essayer vraiment de se poser la question, est-ce que ce que je vais dire ou ce que je vais faire va avoir un impact et quel effet ça va avoir sur la personne que j'ai en face de moi ou sur les personnes autour? Parce qu'en réalité, quand vous faites une blague sur les PD, vous ne savez pas forcément si les personnes autour de vous sont elles-mêmes concernées par ce sujet, elles-mêmes personnellement ou par des proches autour d'elles. Donc, je dirais qu'il y a des maladresses qui peuvent être pardonnées, bien sûr, mais à partir de là, il faut agir aussi derrière, il faut se renseigner, il faut trouver les autres alliés dans l'organisation qui vont pouvoir vous aider à corriger quelque part cette maladresse. Tout est pardonnable, mais attention, selon où vous êtes dans la hiérarchie dans votre organisation et selon le degré, ça peut amener à des conséquences très lourdes. Et Emmanuel l'a dit, en France, on a un arsenal législatif très très fort. C'est avec des peines d'amende et qui peuvent être très sévères. Donc, il faut vraiment avoir en tête qu'il ne s'agit pas simplement de faire une blague pour détendre l'atmosphère ou être sympa avec les autres, quoi. Simplement pour rebondir, je pense qu'effectivement, le principal danger, c'est un peu d'éviter le problème, d'éviter la question. Désolée pour le problème, voilà, on peut s'excuser quand on utilise des mauvais mots, mais je pense que d'éviter de contourner la question quand on sent qu'on peut éventuellement faire des maladresses, je pense que ça, c'est le premier risque qu'il faut éviter. Donc, se renseigner encore une fois, et puis surtout ne pas hésiter à aller s'excuser aussi. Si on sent qu'on a pu blesser, si on n'est pas sûr, mais éviter de faire l'autruche en mettant la tête dans le sable et en disant bon, c'est pas grave, ça passera, mais aller voir la personne qu'on a éventuellement blessée ou simplement, même si c'est un groupe, ne pas hésiter à dire ah bon, je sens que j'ai eu un propos tout à l'heure qui pouvait blesser quelqu'un, je m'excuse de ça, ou aller voir une personne qu'on sent principalement qu'on a pu blesser et puis s'excuser personnellement. Je pense que c'est des choses à faire, mais c'est ça, ne pas, parce qu'on a peur d'être maladroit, soit en utilisant les mauvais pronoms, soit parce qu'on fait des blagues dont tout d'un coup on réalise qu'elles ont pu choquer. Voilà, ne pas contourner le problème en fait. Je pense que ça, c'est un conseil qui peut être assez... Et assez simple aussi. Je vais enchaîner avec ma dernière question parce que je vois qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Du coup, on a vu qu'en tant que salarié non encadrante, il y a beaucoup d'outils à actionner au quotidien et qu'il ne faut pas forcément attendre le feu vert de sa direction pour penser au bien-être et agir pour le bien-être de ses collègues. Mais au niveau des managers qui nous écoutent, comment ils peuvent faciliter le parcours d'alliés de leurs collaborateurs et quels sont les avantages aussi de pousser des politiques d'inclusion? Moi, je vais en profiter pour répondre à une question du coup qui est dans le chat. Comment éviter, je crois que ça rentre dès le process de recrutement. Bon, déjà, pas partir du principe que tout le monde est hétérosexuel. Donc, du coup, ça va se répercuter sur la manière dont on pose certaines questions, surtout si c'est pour des emplois à l'étranger où il y a nécessité d'accompagner la famille pour des mobilités. Au lieu de dire à un homme, par exemple, s'il sera accompagné de sa femme, ou à une femme s'il sera accompagné de son mari,
déjà, on part du principe que les personnes sont mariées, ce n'est pas tout le temps le cas. Dire si la personne concernée a des proches dont l'entreprise devrait avoir connaissance pour mieux gérer les packages. Donc ça, voilà, c'est moins bien dit en français, parce que moi, je l'ai déjà entendu en anglais, ça passe beaucoup mieux. Surtout qu'en anglais, il n'y a pas la notion de il ou elle, donc c'est beaucoup plus simple. Donc il y a ça, il y a aussi la façon de rédiger les offres d'emploi. On sait déjà que suivant certains mots utilisés sur les offres d'emploi, ça va attirer plus d'hommes que de femmes. C'est, par exemple, quand vous utilisez le mot expert, il y aura plus d'hommes qui vont répondre et pas de femmes. Il y a des sites qui permettent en fait de travailler sur le wording des offres d'emploi pour que ces offres soient les moins biaisées au niveau des discriminations. Parce qu'on est tous biaisés dans tous les cas, hein, donc ça rejoint ce que Marie disait, on est tous des êtres humains, il n'y a personne qui est 100% expert sur tous les sujets de diversité et inclusion, c'est impossible. Ce sont des sujets qui évoluent tellement vite qu'il faut tout le temps se former. Et donc, voilà, je parlais du fait d'inclure, par exemple, dans les offres d'emploi, ça se voit de plus en plus maintenant, il y a F, M, X ou NB, c'est pour intégrer les personnes non binaires. Il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui mettent un bandeau, souvent en bas d'offres, qui dit l'entreprise X ou Y, et handy-friendly, handy-accueillante, seules vos compétences comptent. Après, il y a toute la liste le genre, handicap, LGBT, enfin, il y a tout ça. Donc ça, déjà, ça peut paraître être de la com, mais quand on est dans un environnement où toutes les entreprises ne le font pas encore, ça peut faire la différence. Après, il y a aussi, évidemment, former vos RH au recrutement inclusif, parce qu'il y a ce qu'on dit sur le papier, mais après, en recrutement, si à la fin de vos recrutements, vous proposez à vos managers toujours le même type de profil, c'est qu'il y a un problème aussi. On ne peut pas recruter tout le temps les mêmes personnes sur les mêmes types de profils. Je parlais des biais tout à l'heure, mais c'est quand même assez connu le fait qu'on a plus tendance à recruter des personnes qui nous ressemblent parce que c'est plus confortable en termes d'inclusion aussi ensuite dans les équipes, alors que quand on prend des gens différents de nous, ça va nous faire sortir de notre zone de confort, mais en même temps, ça apporte des idées beaucoup plus intéressantes. Donc, c'est vraiment, moi, je focalise surtout sur les RH au début. Après, il y a l'intégration du collaborateur, évidemment, parce que c'est une chose de recruter la personne, mais il faut faire en sorte qu'elle valide sa période d'essai et qu'elle veut rester dans l'entreprise. Et ça, c'est de la sensibilisation sur toute l'entreprise, en fait. C'est pas que les RH, c'est des sensibilisations régulières, pas juste lors du mois de juin, désolé. Il y a d'autres dates sur les sujets LGBT qui sont aussi intéressantes. Et on sait, on est dans une société de surinformation, on a 15 000 webinars, et donc nos capacités de rétention d'informations sont quand même pas très élevées. Voilà, moi je sais que le sujet de la diversité et l'inclusion, c'est quelque chose qui me passionne, donc moi je retiens, mais quand j'ai des sujets sur la sécurité ou autre, même si j'ai suivi assidûment le webinaire, vous me demandez ce que j'ai retenu 3 mois après, pas grand-chose. Donc, c'est aussi ça qui est important à faire, c'est faire régulièrement des actions et évidemment mettre en place des outils. Il y a des entreprises, par exemple, qui mettent en place des outils anonymes, type lanceur d'alerte, gérés en général par un organisme extérieur, pour éviter les situations où, par exemple, si votre agresseur, c'est les RH, c'est un peu compliqué. Et du coup, s'il n'y a pas ce type d'outils, vous pouvez aussi, si votre entreprise a un ERG LGBT, contacter le ERG LGBT. Voilà, il y a différentes façons en fait de développer un environnement de travail inclusif où les règles sont connues de tout le monde sur le fait d'œuvrer pour zéro discrimination au travail et aussi les actions possibles en cas de discrimination. Et puis, il y a aussi des choses positives, parce que là, mon discours il a l'air très négatif, mais finalement, on se rend compte que quand on travaille sur la masculinité toxique, ça aide aussi les hommes, qui soient hétéros ou gays, à sentir mieux, parce qu'il n'y a pas cette injonction à la survirilité ou à tel ou tel type de comportement. En fait, ça bénéficie à tout le monde. Tu voulais intervenir, Marie, du coup? Vas-y, poursuis et je réagirai. Ouais.
Et ce qui est important aussi, c'est l'implication de votre direction. Moi, je sais que quand je postule à un emploi, je regarde beaucoup, bon, évidemment, ce que l'entreprise met en avant, quelle charte elle a signé, quelles actions elle a fait, mais je regarde aussi la parole des dirigeants. Parce que s'il n'y a rien qui est dit, rien qui est fait, en tout cas publiquement, je me pose des questions sur la sincérité et l'authenticité de l'entreprise. Quand les dirigeants n'assument pas non plus leur politique, et ça c'est très important, vous pouvez aussi contacter des salariés qui sont en interne ou autres. Mais ça aussi, ça participe d'un environnement inclusif parce que quand vous avez des salariés, par exemple, qui ne sont pas convaincus de la nécessité d'une politique diversité et inclusion, si le dirigeant ou la dirigeante l'est, ou le manager l'est, et en général, on leur demande d'avoir un comportement irréprochable, ça aide à mettre en place quand même un environnement de travail inclusif. Si je peux compléter ce que dit Emmanuel, tu as vraiment touché beaucoup de sujets sur lesquels l'organisation à tous les niveaux finalement doit s'engager. Mais si je devais retenir, on va dire, quatre choses, la première, c'est effectivement de ne pas discriminer, parce qu'effectivement, c'est dans la loi, donc simplement de connaître le cadre légal, mettre à disposition des ressources à destination à la fois des managers, vos collègues, vos pairs, mais aussi vos salariés, à destination des alliés. Il y a de très beaux guides qui ont été faits par des entreprises où justement, ils reprennent tout ce qu'on s'est dit là, les 5 situations les plus fréquentes où les personnes LGBTI+ peuvent être discriminées, un guide avec le vocabulaire, des tips pour être un bon allié, toutes ces choses-là, si elles n'existent pas, eh ben, elles peuvent être créées. Le troisième point, ce serait de créer des espaces de parole. Emmanuel en a parlé. Des ERG, donc ce sont ces fameux groupes de travail où les employés eux-mêmes sont moteurs et impulsent des sujets pour les faire ensuite remonter au comité de direction. Ça peut être sous la forme des réseaux internes où justement on observe de plus en plus de libération de la parole. Et donc, il y a une nécessité aussi que ces cadres-là soient les plus sécurisants. Il faut que ce soit des cadres bienveillants et de confiance dans lesquels le manager ou les managers ont un rôle très, très important. Et puis, avoir aussi dans les bonnes pratiques, savoir garantir la flexibilité et la sécurité, c'est-à-dire qu'il faut il faut réussir à avoir une posture très équitable, savoir trancher, savoir s'ajuster, comprendre les besoins individuels de chacun, de chacune, et puis surtout garantir leur sécurité, qu'elle soit, Emmanuel en a parlé, dans certains pays, effectivement, le cadre légal et la culture ne permet pas aux personnes LGBTI+ d'être 100% elles-mêmes, parfois c'est passible de peine de mort. Et puis, savoir vraiment mettre l'accent sur le bien-être et la santé en fait, au travail, parce que les conséquences peuvent être parfois très, très lourdes pour les personnes qui les vivent au quotidien. C'est vraiment plein d'idées. Et malheureusement, il ne nous reste plus beaucoup de temps, même si je pourrais vous écouter pendant des heures, parce que c'est vraiment super intéressant et super important aussi. Mais malheureusement, on n'a pas trop de temps pour les questions-réponses, mais je pense qu'on a pu répondre aux questions de l'audience pendant votre temps de parole. Mais je pense qu'on a démontré qu'il y a de nombreuses actions possibles et pour les personnes qui souhaitent prendre le chemin de l'allié. Et voilà, juste, je suis désolée pour cette fin un peu abrupte, mais c'est toujours comme ça à la fin des webinaires. Mais merci beaucoup pour cette conversation et pour vos conseils précieux. Après le webinaire, on va envoyer des ressources pour aller plus loin. Donc, je vais essayer de récupérer tous les outils que vous avez mentionnés pour les inclure dans ce follow-up. Et voilà, juste vous remercier à nouveau pour tous ces conseils et j'espère que ça va inspirer notre audience à aller plus loin dans leur parcours d'alliés. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.